Lorsque Machiavel écrit Le Prince, il est au chômage. Machiavel a été emprisonné puis exilé au retour des Médicis au pouvoir à Florence. Il avait travaillé pour la République de Florence et a été accusé de conspirer contre les Médicis. La République de Florence était dirigée par Pierre Soderini et luttait contre le pape Jules II et ses alliés. Ces derniers voulaient justement remettre la famille des Médicis à la tête de Florence. Machiavel était l'un des conseillers les plus importants de Pierre Soderini. Ensemble, ils vont perdre une bataille cruciale à Prato, et à la suite de cette défaite, les Médicis furent réinstallés à Florence. C'est donc pendant cet exil que Machiavel rédige Le Prince. C'est son ouvrage le plus célèbre, initialement destiné à Laurent II de Médicis, le nouveau prince de Florence. L'objectif de Machiavel avec ce livre était de regagner les faveurs de Laurent, de se réhabiliter auprès du pouvoir en offrant à la fois ses compétences, mais surtout ses connaissances. C'est Tyrion Lannister face à Daenerys Targaryen, en quelque sorte. Cependant, contrairement à Tyrion, cette tentative va échouer. On ne sait même pas si Laurent de Médicis l'a lu. Et non seulement Machiavel va échouer, mais il fut accusé de s'être compromis avec les Médicis. Ironiquement, le règne des Médicis ne va pas durer, et Machiavel va tomber en disgrâce. Alors la question est, comment se fait-il que ce texte, qui fut un échec, ait acquis une telle importance? C'est ce qu'on va voir. Machiavel est un pur produit de la Renaissance. Il est né à Florence en 1469. Florence est l'une des villes les plus importantes d'Italie et sans aucun doute l'une des plus importantes de la Renaissance. Durant son enfance, Florence est une république, mais une république de façade. En réalité, la famille des Médicis a le contrôle de la ville, et le nom important à retenir est Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique. À noter, ce n'est pas le même Laurent que celui à qui il dédie Le Prince. Il s'agit de Laurent II de Médicis, qui est le petit-fils de Laurent le Magnifique. Durant cette période, Florence va voir naître plusieurs de ses grands artistes, dont Donatello, Botticelli, Léonard de Vinci ou encore Michel-Ange. C'est le centre culturel de l'Italie. L'Italie, à ce moment-là, détail très important, n'est pas unifiée. Elle est composée de plusieurs territoires indépendants, les États pontificaux, la République de Venise, le Duché de Milan, le Royaume de Naples, etc. Après le règne de Laurent de Médicis, Florence va devenir une théocratie sévère. C'est Savonarola, un moine dominicain, qui va en prendre le contrôle. Florence était réputée pour ses mœurs légères, et Savonarola va essayer de rétablir des codes moraux plus en adéquation avec le christianisme. Il va interdire certaines tenues, les fêtes, et brûler des œuvres d'art qu'il juge déplacées. Mais comme Florence reste Florence, au final c'est lui qui va finir brûlé sur la place publique. À la mort de Savonarola, Florence redevient une république, et c'est à ce moment-là que Machiavel intervient. Il travaille au sein de cette république, d'abord sur des tâches administratives. Puis, à l'élection de Pierre Soderini, Machiavel devient un des conseillers importants de la République. Il va traiter d'affaires diplomatiques, notamment avec les Français et les Borgia, qui sont au même moment à la tête de la papauté. Le pape Alexandre VI est le père de César Borgia. À la mort d'Alexandre VI, un nouveau pape est élu, le pape Jules II, et c'est ce pape qui est favorable au retour des Médicis à Florence. Ces événements sont capitaux pour comprendre correctement Le Prince de Machiavel. Le Prince de Machiavel est un livre sur le pouvoir, comment le prendre et surtout comment le conserver. C'est un guide pratique à l'intention des dirigeants. La raison pour laquelle il est devenu si populaire, c'est qu'il propose une manière de gouverner en rupture avec la tradition de son époque, façonnée par deux éléments, le christianisme et l'Antiquité. À cette époque, on légitime le pouvoir des dirigeants par la volonté de Dieu. Ils ont pour mission de gouverner selon les principes moraux chrétiens, protéger la foi, défendre les faibles, maintenir la paix, etc. Or, ce n'est pas ce que dit Machiavel. Dans un passage du chapitre 7, il parle de César Borgia et de la manière dont il a pacifié la Romagne. Pour ce faire, Borgia nomma un ministre, Messire Ramiro de Orco, un homme cruel et expéditif, à qui il confia les pleins pouvoirs. Celui-ci ramena l'ordre par la force. Cependant, les méthodes de son ministre commencèrent à engendrer la haine au sein du peuple. Machiavel écrit « Pour purger l'esprit de ces peuples et se les gagner totalement, César Borgia voulut montrer que si quelque cruauté avait eu lieu, elle n'était pas venue de lui, mais de la nature cruelle de son ministre. Un matin à Céséna, il le fit mettre en 2 morceaux sur la place, avec un billot de bois et un couteau sanglant à ses côtés. La férocité d'un tel spectacle rendit le peuple à la fois satisfait et stupéfait. Quelle horreur! Pour se dissocier des cruautés nécessaires, César Borgia prend la décision radicale de faire exécuter son propre ministre de manière spectaculaire. Machiavel vante ici les qualités d'un bon dirigeant.
Savoir utiliser la cruauté à bon escient pour consolider son pouvoir, mais aussi savoir s'en distancer au bon moment pour ne pas devenir haï. Il y a une manipulation habile qui lui permet de conserver à la fois l'amour et la crainte de son peuple. On est loin de l'idéal chrétien. Machiavel ne prend pas non plus pour modèle l'Antiquité. Il rompt avec l'idéalisme de Platon et sa cité idéale, qu'il juge utopique. Il trouve Aristote, bien que plus pragmatique, encore trop théorique. Machiavel est beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus réaliste. C'est pour cela qu'il est connu. Ce que nous dit Machiavel à travers Le Prince, c'est « Regardons réellement ce qu'il s'est passé. L'histoire est faite de guerres, de conspirations, de coups d'État. Ce que disent Platon et Aristote ne marche pas. Si on veut plus de stabilité, il faut regarder la vérité en face. Les hommes ne sont pas aussi vertueux qu'on voudrait nous le faire croire. Un dirigeant ne peut pas toujours être bon, clément ou miséricordieux. Il doit être aimé autant que possible, oui, mais il doit aussi faire preuve de ruse et de force, et parfois même de cruauté. Il doit prendre ses responsabilités pour le bien de l'État. Le machiavélisme n'est pas être machiavélique. L'adjectif aujourd'hui signifie être manipulateur, cruel, voire diabolique. Il y a quelque chose d'immoral. Or, ce n'est pas ce que dit Machiavel. La fin justifie les moyens, oui, mais pas n'importe quelle fin. Machiavel place en haut de son échelle de valeur la conservation de l'État. Prendre ses responsabilités, dira-t-il avant de mourir, c'est aimer sa patrie plus que son âme. C'est ça le réalisme politique. La volonté profonde de Machiavel est l'unification de l'Italie. Il cherche un prince capable d'assumer ce rôle, comme il le souligne dans le dernier chapitre du livre. Si un jour on veut pouvoir unifier l'Italie et préserver le peuple des guerres, alors il faut placer la conservation de l'État au-dessus de tout, au-dessus de la morale chrétienne, au-dessus des utopies anciennes. Mais pour cela, il faut un prince capable de prendre des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais toujours dans l'intérêt de la communauté. Un prince capable de diriger le peuple avec la ruse du renard et la force du lion. Quelques années plus tard, on verra naître Thomas Hobbes. Il est le premier qui va vraiment penser l'État comme un pacte social. Hobbes va vivre presque la même chose que Machiavel en Angleterre, à son époque meurtrie par les guerres civiles. Toute sa réflexion visera à assurer la stabilité de l'État. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le Léviathan, il aboutira à l'idée que le bon gouvernant doit tenir le sceptre, symbole religieux, garant de la morale, mais aussi l'épée, le pouvoir coercitif, la force militaire. L'essence de la philosophie de Machiavel se trouve dans cette image. Ce n'est pas la morale avant tout, mais ce n'est pas non plus la force pour la force. C'est la juste balance entre l'épée et le sceptre, toujours dans l'intérêt du peuple. C'est ce réalisme politique qui fait de Machiavel un des premiers penseurs modernes de la politique. Là où les utopies anciennes prônent des idéaux déconnectés du réel, Machiavel propose une pensée certes plus sombre, mais ancrée dans la réalité.